Salut tout le monde, nouvel épisode de l'AI Engineering Podcast. Aujourd'hui, on enregistre 2 épisodes. On a fait un premier épisode sur la créativité. J'espère que vous avez bien aimé. Là, c'est un épisode où vous allez bien l'aimer parce que je ne sais pas dans quel ordre les épisodes sortiront. Là, on va plutôt faire un épisode sur les news et toutes les news excitantes qui sont sorties cette semaine pour vous permettre de suivre tout ce qui est sorti, quoi. Il y a pas mal de sujets. Comment tu vas, Julien? Très bien, très bien, très bien. On enchaîne, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, exactement. Première chose, un peu du follow-up par rapport au dernier épisode qu'on a fait sur Arthur Mensch qui est passé devant les députés dans une commission à l'Assemblée nationale. Cette semaine, donc il y a 3 jours, Mistral a fait sa deuxième acquisition, a racheté une boîte qui s'appelle Emi AI, qui est une boîte autrichienne qui fait, alors honnêtement, dur de comprendre ce que faisait cette boîte. Elle fait de la physique et de l'AI, quoi, du physique AI. J'avoue, c'est un peu compliqué pour moi de comprendre vraiment ce que ça veut dire de leur landing page, quoi. Mais bon, ils ont racheté cette boîte-là. Donc intéressant de voir que Mistral fait quand même pas mal d'acquisitions et fait grossir ses équipes de cette manière-là. En Europe. En Europe, exactement. En follow-up justement de l'épisode avec Arthur Mensch, Julien a préparé un petit deep dive sur l'électricité, le compute et ce qui est requis par rapport à ce que pose Arthur Mensch dans l'épisode justement. Ouais, exactement. Mais en fait, j'ai fait ça rapidement avant le podcast. J'ai pris le transcript de l'interview et puis après, j'ai essayé de recreuser un peu les chiffres pour un peu comprendre et puis construire une intuition autour du domaine. Donc, les premiers chiffres, donc construire, donc là, c'est tout ce qui est la construction d'un data center, les consommations d'énergie, etc. Et puis, je voulais avoir un peu voir ça dans une perspective du prix du token. Quand on achète 1 euro de token, où est-ce que cet euro va? Et en gros, donc le split, c'est 10% qui va pour l'électricité. Par rapport au chiffre de CAPEX, etc., que la donnée, il y a 30-40% qui vont pour les chips. Et après, bon, après, ça, il y a un peu des hypothèses, mais sur les prix du network, le staff, etc. Mais en gros, moi, ce qui m'a choqué, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même 40% qui va sur les chips. Donc, en fait, toute le narratif autour, voilà, on transforme des électrons en tokens. Finalement, le prix des électrons, c'est que 10% du prix total. Et ce qui est énorme, c'est le prix des chips. Parce qu'en plus, elles durent que 2-3 ans, elles doivent être amorties sur 3 à 5 ans. Ce qui fait qu'en fait, la grosse dépendance, c'est les chips, quoi. Les chips, elles viennent d'où? Elles viennent des États-Unis, elles viennent de l'Asie. Et donc, du coup, c'est là, pour moi, où c'est le gros trou noir de l'IA, quoi. Où l'argent part à l'étranger. Et là-dessus, juste le 10% là, d'électrons, il le dit dans la vidéo ou c'est aussi une hypothèse? Non, non, ça, c'était un chiffre de la vidéo. C'est Ok, je me souviens pas qui dit le ça. chiffre de vote. Ok. C'est par rapport au prix de construction Data center? Ah oui, il du dit data que dans center. le prix de construction, il y a X de Ok. Sur les chips, je pense que ça fait alors, je sais pas ce que fait Emi, mais bon, j'imagine que si c'est de la physics AI, il y a un rapport avec les chips. Il y a aussi le partenariat avec ASML, qui est le plus gros constructeur de machines qui crée des chips. J'imagine que là-dessus, bosser avec Mistral et le partenariat entre ASML et Mistral permettrait de aussi réduire cette dépendance à l'extérieur sur les chips. Et d'ailleurs, cette semaine, ça me fait penser, il y a Cerebras, je ne sais pas si tu connais, qui est la boîte que Mistral utilise pour faire son inférence. L'inférence de Mistral ne tourne pas sur du Nvidia de mémoire, il tourne sur des puces Cerebras. Ils avaient un partenariat avec justement Mistral. Cerebras vient de rentrer en bourse cette semaine. Voilà. Et Cerebras, ils sont connus pour ça, qui est leur chip à eux, qui est une chip qui est design pour être beaucoup plus grosse qu'un GPU Nvidia et faire que vu que c'est plus gros, tout va plus vite en fait. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire de la liaison entre tes GPU, etc. C'est tout passe dans la même carte et du coup, tout est soudé dans la même carte. Donc tout va beaucoup plus vite. Ils ont pas annoncé genre des tokens enfin violents, ça c'est des vitesses d'inférence. Je crois que c'était parce que leur cours il a explosé cette semaine. Ouais, Et je trouve que c'est aussi autour d'annonces de vitesse d'inférence qui sont assez impressionnantes. exact. Et d'ailleurs, ça me fait penser, un dev qui a fait un petit site pour matérialiser les vitesses d'inférence, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Et donc là, tu as un petit slider, tu peux choisir à quelle vitesse tu veux regarder. Donc là, c'est du 30 tokens par seconde. Voilà, 30 tokens par seconde, ça donne ça si tu fais du code. Et qu'est-ce que ça donne, par exemple, 2000 tokens par seconde? Qu'est-ce que ça donne, 400 tokens par seconde, etc. Donc c'est assez fun pour se représenter les choses. Et quand tu le fais en texte, c'est différent de quand tu le fais en code. Parce que en code, vu que tu as les retours à la ligne, ou quand tu le fais en mode thinking, ou quand tu le fais en mode agent, parce qu'en mode agent, tu as des pauses en plein milieu. Et voilà. Donc c'est Non, mais fun. c'est clair. Et justement, là, il y a quelques mois, il y avait eu les gars qui avaient gravé un modèle sur une chip directement. Ils avaient des vitesses d'inférence malades. Et en fait, quand ils avaient une démo, et quand tu jouais avec la démo, c'était violent. Le texte apparaissait
instantanément. Ouais. Et ça change tout, non? Au niveau expérience utilisateur, quoi. Ah bah c'est clair. Moi je trouve que pour les expériences là-dessus là, c'était sur Gemini. Gemini ils sont assez forts pour sortir du code assez vite. Sur la partie sortir du texte et du reasoning, ils sont pas encore très rapides, mais eux ils sont forts pour shipper quand tu es dans l'expérience Gemini. Si tu as un bout de code que tu demandes, le bout de code est quasiment affiché en instantané et j'ai pas l'impression qu'il y ait du buffering. Donc je sais pas trop comment ils font ça. Je pense qu'avec leur TPU ils ont de l'avantage. Et voilà, donc après, sur ça, le petit jeu que je vais faire avant le podcast, j'ai réfléchi, ok, j'aimerais bien comprendre parce qu'en gros, il a mentionné 10% de la masse salariale, c'est pour des tokens. Et puis du coup, moi, j'utilise des max plan, enfin, j'utilisais en plus d'Anthropic, et je voulais comparer un peu en unité max plan, qu'est-ce que ça veut dire? Et en gros, ce que j'ai fait, donc 10 000 € par an par employé, ça fait 30 € de tokens par jour, ça fait 10 millions de tokens. Pardon, ça fait 30 € par jour, ça fait 10 millions de tokens par jour En output, si on met de en l'input, output. la balance est différente, je pense. Ouais, donc on peut moduler un petit peu en effet par rapport à l'input. Après, j'ai pris les max plans les plus grands. Donc en gros, là, c'est pas clair combien de tokens tu as le droit d'utiliser par semaine, mais par contre, tu as des fenêtres de 5 heures. Tu as un nombre de tokens par fenêtre de 5 heures, c'est 220 000. Donc après, j'ai fait l'hypothèse aussi assez avantageuse, assez extrême, qu'on utilise en fait ces sessions de 5 heures toute la semaine, donc à 100% d'utilisation. Alors ce qui n'est pas vrai parce que tu as des limites mensuelles, t'as des limites hebdomadaires. Mais du coup, avec 100% d'utilisation de ces fenêtres de 5 heures, il y a un ratio de 10. C'est-à-dire qu'en gros, les développeurs Mistral utilisent 10 max plan, l'équivalent de 10 max plan par semaine. Et si on fait 50% d'utilisation de ces fenêtres de 5 heures sur la semaine, ce qui est probablement plus réaliste, ça fait 20 max plan, l'équivalent de 20 max plan. Ce qui est en fait gigantesque. On peut moduler avec en effet le prix d'input token qui est différent, mais tout de même, quand on arrive à des taux d'utilisation de tokens par développeur qui est juste gigantesque. Au moins 5 à 10 fois ce que j'utilise personnellement. Et je crois que tu as fait aussi un peu les mêmes calculs de ton côté, et tu arrives aussi à des ratios entre 5 et 10. Ouais, c'est ça. Mais juste, je pense qu'il faut juste sur le prix et le coût du token, il faut juste le voir un tout petit peu différent. Parce que là, du coup, ce que tu dis, c'est que 30 $ par day, ça fait que 10 millions de tokens. Dans les faits, 30 $ par day, ça fait un peu plus que 10 millions de tokens si tu considères l'input. Parce que par exemple, chez Mistral, l'input, c'est 1 $ par million. Donc en fait, à 30 $ par day, tu peux avoir plus que 10 millions de tokens. Tu vas plutôt être à 20 ou 30 millions si tu inclus les inputs. Mais du coup, bon, le ratio est un tout petit peu différent, je pense, ici en subsidy ou en facteur. Mais ouais, moi j'arrive à peu près la même chose. Là, j'ai regardé, donc sur les 3 derniers mois, nous on est que sur Cursor en usage based et à 3 personnes, je dirais à 2 personnes vraiment, 2 personnes et demie, on a dépensé 2500 $, de token value en 3 mois, quoi. Donc, ça veut dire 300 par personne, autour de 300 par personne à peu près, quoi. Donc tu as un Par x3. mois. Tu as un x3 par rapport à au chiffre annoncé. Ouais. Et enfin, moi, je fais quand même beaucoup d'agents et beaucoup de trucs qui tournent en parallèle. Donc, je pense que je suis celui qui consomme le plus. En fait, dans les faits, c'est, je pense, moi qui consomme le plus. Je dois être plus en perso, je dois être à 700 ou 800. Je sortirai les chiffres pour la prochaine fois. Et du coup, ce qui fait que, ok, donc si on part du fait que, donc déjà, je pense que l'usage par développeur, il est énorme. Il est énorme. Enfin, je pense que c'est ça la conclusion. Et après, si on continue, et voilà, en fait, ce que j'ai fait, c'est dit, ok, ben, prenons l'hypothèse qu'on on met 2 max plan par développeur sur toute la France. Combien de centrales nucléaires est-ce qu'on a besoin? Et la réponse est un quatorzième d'un réacteur en termes de puissance. Et après, si tu continues plus bas et tu dis, OK, maintenant, pour tous les cadres en France, on leur met l'équivalent de 2 max plan. Ça fait 2 réacteurs. Et en fait, dans le speech, si on prend ces hypothèses, l'hypothèse qu'il a donnée, il proposait, il me semble, 75 réacteurs à construire. Donc parce que lui, il a pris aussi toute la masse salariale, etc. Ouais. Euh, Et plus pour et de donc, l'exportation ouais, en Europe éventuellement, etc. Je pense que tu as aussi exactement. l'avantage Donc, stratégique de je dire pense, si on build pour l'Europe parce qu'on a du nucléaire, il faut qu'on en ait plus que deux, quoi. Mais exactement. Moi, ça se défend, hein. C'est des scénarios qui se défendent. Là, l'idée, c'était de prendre un peu tu vois, quand des scénarios ils se séparent, tu as le scénario ouais. le plus positif et puis l'autre le plus négatif, puis de prendre un truc un peu plus réaliste. Et voilà. Donc, en fait, construire 2 réacteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 20 à 30 milliards d'investissement en termes de data center. C'est ça, en fait, qui coûte cher. C'est 75 milliards. Et de 75 milliards, en fait, il y en a beaucoup qui partent en GPU, comme on l'a dit avant. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ça fait 100 milliards pour équiper tous les white collar en France de Max Plan. Et après, si tu regardes par rapport aux autres budgets, bah, la défense, c'est 60 milliards, la sécurité, c'est 30 milliards, la justice, 10 milliards.
Et je crois à l'éducation nationale, ça doit être 30 milliards. Je suis pas sûr de ce Ouais, chiffre, mais c'est- une de mémoire. Après, Et il faut juste voilà. regarder. Ça, data center, c'est privé. C'est de l'investissement. Enfin, il y a ok de l'investissement public probablement, mais c'est privé. Clairement. Ça, c'est du semi-privé, quoi. Enfin, EDF, Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est plus pour avoir des ordres de mais oui, grandeur bien sûr, de bien sûr. combien a coûté quoi. Après, ouais, je pense que c'est logiquement pas à l'état de construire tout ça, mais enfin, ah oui, une partie infrastructure peut-être, mais pas tout ce qui est data center en effet. Mais voilà. Et après ça, t'as quand même 2 max plan par personne en France, ce qui est gigantesque. Déjà, je trouve. Ouais, ouais. Et puis là, voilà, c'est juste pour faire, pour remettre un peu en avant que voilà, en fait, tout ça, l'argent part principalement chez Nvidia en fait, pour toute cette infrastructure. Ouais, donc là, il y a un vrai sujet, c'est comment ça, tu enlèves de la grosse dépendance enfin, sur ces deux trucs-là, quoi. Et c'est vraiment ce que ça m'a fait penser. En fait, la première fois que j'avais entendu ce parallèle Electron Token, c'était Jensen, le CEO d'Nvidia, qui l'avait Ouais, bien sorti sûr. dans un podcast. Et Ouais, donc, je pense que c'est pas, c'est pas innocent comme, pas anodin. pas anodin exactement. Et sur ces sujets de compute, ça s'excite aussi côté américain. Cette semaine et je crois hier, Anthropic a annoncé euh, le partenariat avec SpaceX, où ils vont dépenser 1,2 milliard de dollars par mois pour le compute et pour utiliser les data centers de SpaceX. Et en fait, quand tu regardes juste les maths, elles marchent pas, quoi. Parce que là, 1,2 milliard pour l'usage aujourd'hui d'Anthropic, probablement qu'ils ont leur propre data center, etc. Mais bon, ça veut dire que c'est 10 milliards à l'année. Ce que Arthur Lynch nous disait, c'était quand même significativement au-dessus que juste 10 milliards à l'année pour arriver au compute qu'on voulait, quoi. Ouais, ouais, ce que je pense, c'est de nouveau les scénarios, quoi. Si t'extrapoles, Exact. et l'extrapolation, elle était, parce qu'on avait dit aussi pendant le podcast, l'extrapolation était assez optimiste, on va dire. Ouais. Et sur ces sujets de compute, il y a aussi OpenAI qui a sorti un nouveau produit ou un nouveau service qui est offrir du guaranteed capacity pour les grosses entreprises qui ont besoin d'avoir du long-term investment dans l'infra. Ils offrent du compute garanti. Combien de temps? Est-ce que t'as l'ordre de grandeur? Enfin, c'est sur 10 ans ou c'est comme... On va leur écrire, on va leur demander. Voilà, voilà. Je vais leur dire que j'ai genre 2 milliards à dépenser. Tu mets l'entreprise, tu mets Data Engineering Podcast. Et Engineering Podcast. À un 3 ans commitment, avec des discounts en fonction de l'annual commitment. Ok. Voilà. Et sur le sujet, juste, Anthropic va probablement être profitable sur leur premier quarter de l'année, non, deuxième quarter de l'année, et finir le quarter à 11 milliards de revenus et donc être profitable. Bien joué. Très, 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 très stylé pour eux. Ouais. Là, j'ai pas la news, mais il y a aussi les rumeurs là qui feraient que OpenAI entrerait en bourse plus tôt que prévu et rapidement. Ça, c'est ce que tout le monde attend. Ouais. Pour justement voir les chiffres exacts d'inférence, de structure, de coûts, etc. Exact. Attends, laisse-moi 2 secondes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, et sur ces sujets économiques, la petite news qui a été notifiée par Gigerly, que j'aime beaucoup, qui fait quand même qui a des idées assez intéressantes. Il a regardé les valuations et Google est aujourd'hui plus value que Amazon et Meta, ce qui est ouf, quoi. Parce que Amazon était quand même à un moment l'entreprise la plus value, mais genre, je pense qu'ils ont, sur cette partie IA, ils ont un peu perdu la course, là où Google est capable de faire de la pub, de l'infra, de l'outil d'entreprise, du shipment, enfin, genre, ils font un peu tout, quoi. Mais c'est pas Anthropic qui dépassait le 1 trilliard récemment. C'est-à-dire ils sont bientôt aussi la même valeur que C'est Meta. SpaceX. C'est SpaceX, c'est 1,8 s'ils font l'introduction en bourse. Et Anthropic, on sait pas trop, mais Anthropic, c'est un trilliard. Ouais, il sera un trilliard, en effet. Donc en fait, c'est presque, ils ont presque la même valeur déjà que Meta. Ouais. Ah, c'est violent, c'est violent. Sachant que Meta, si tu regardes, hein, Meta, le revenu des pubs chez Meta, Meta, c'est une boîte qui gagne de l'argent que sur de la pub quasiment. Et ils font quand même 214 milliards de revenus. Et tu compares avec Apple, qui est quand même une entreprise qui vend des devices, Ouais. c'est 450 milliards de revenus. Google, c'est quoi? À peu près pareil qu'Apple. C'est ouf. 400 000. Ensuite, cette semaine, en parlant de aussi Colossus, il y a eu le partenariat entre Cursor et partenariat / rachat / on ne sait pas, ça va se démêler dans les prochains mois, entre Cursor et SpaceX, XAI. Et cette semaine, il y a Composer 2.5 qui est sorti. Et Composer 2.5, donc sur les benchmarks, franchement, il se classe plutôt pas mal. Là, ça, c'est le Cursor Bench, donc c'est leur bench interne. Voilà, bon, c'est cool s'ils se placent bien sur leur bench interne. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder
la différence entre le score et le prix à la tâche. En gros, les deux meilleurs modèles, c'est GPT-5.5 et Opus 4.7, qui coûtent respectivement $5 et $11, là où Composer 2 coûte un demi-centime, un demi-dollar, pardon. C'est quand même assez intéressant, quoi. C'est bien. C'est quoi le max de Opus? Le max de Opus, c'est en gros sur Cursor, tu peux choisir Opus 4.7 Max et du coup ça fait du max reasoning. En gros, ça augmente le reasoning. Ok. Mais ça coûte une blinde. Ça coûte plus cher. Moi, j'utilise que Opus 4.7 en max ou GPT 5.5 en extra. Enfin, je suis avec ces trucs-là, mais ça coûte plus cher, ouais. Et C'est pas que ça coûte plus cher, c'est juste qu'il produit plus de tokens, donc ça coûte plus cher. C'est pas le pricing est différent, c'est juste vu qu'il raisonne à la plus, tâche. Ouais. il sort plus de tokens. Et le Composer, c'est toujours basé Kimi. sur Kimi? Ouais, là c'est Kimi. Je sais plus s'ils sont sur Kimi 2.6 ou toujours sur 2.5. Je sais plus. Mais ouais, c'est Alors, toujours fine-tune Kimi. donc c'est violent comment en fin de tunant, ils arrivent à passer de la 13e à la 3e. Alors, reinforcement learning, pas Oui, forcément oui, justement. my bad. Et ouais, c'est assez ouf. Mais après, honnêtement, au Cursor, on en avait déjà discuté. Ils ont accès à un dataset qui est méga intéressant pour eux, quoi. Parce qu'en fait, le fait qu'ils soient agnostiques, déjà, ça amène plein d'usages différents. Ils sont capables d'avoir des gens qui codent et d'autres qui utilisent de l'AI. Enfin, en gros, ils ont accès à un dataset comme VS Code dans les faits. Mais en fait, l'IDE t'apporte une variété encore aujourd'hui de datasets que tu n'as pas quand tu fais que du Cloud Code, je pense. Oui, oui, probablement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as les interactions du développeur? Exact. Tu as une interaction du développeur et je pense qu'il y a encore. Enfin, en gros, c'est une question d'adoption de technologie. Tu vois. Les gens qui adoptent Cloud Code, c'est des gens qui vibe code et qui sont sur des projets un peu plus start-up, un peu plus. Euh, où ils acceptent de mettre Cloud Code dessus, tu vois. Je pense que les gens qui sont sur VS Code ou les gens qui sont sur Cursor, c'est des gens qui sont un peu en retard potentiellement de la curve. Et donc, tu as accès à des datasets où Cloud Code potentiellement n'a pas encore accès, tu vois, Oui. où les UI type Codex n'ont pas encore accès. Parce qu'en fait, il y a plein de développeurs qui n'ont pas encore sauté le pas d'utiliser ces UI-là. Je pense que c'est assez minimal, les gens qui utilisent ces UI-là, Ouais. versus la UI de l'IDE. Tu vois. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà, lié à ça, en parlant de Cloud Code, il y a Microsoft qui est en train de démarrer le cancelling, l'annulation des licences Cloud Code pour leurs devs. Et donc, ils vont forcer les développeurs à utiliser la GitHub Copilot CLI. Bon, j'imagine que normal, hein, à un moment, il faut qu'ils améliorent leurs propres produits et qu'ils mangent leur propre bouffe de chien, eat your own dog food, in a sense. Voilà. Mais intéressant de voir que. En fait, c'est le truc assez drôle, c'est imagine à une conférence Microsoft, quelqu'un qui fait une démo sur un Mac, tu vois. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Mais ça va être assez perturbant au niveau employé interne. Du jour au lendemain, enfin, on te dit d'utiliser le tool interne, après on te dit d'utiliser un autre tool, après on te redit d'utiliser le tool interne. Ça va être un peu, Ouais. à la running joke, un peu en interne aussi, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on va utiliser demain? Ensuite, cette semaine, il y a eu la Google I.O., conf de Google qui était dans leur bureau en Californie, à Mountain View, où ils ont annoncé pas mal de choses. Une des choses qu'ils ont annoncé, c'est la nouvelle ère sur le AI Search, qui est assez ouf, je trouve. Déjà, juste sur l'usage, leur AI Mode, il a dépassé le 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Alors moi, je peux pas montrer le AI Search parce que je suis en France. Toi, tu peux le montrer parce que tu es en Suisse. Mais en France, le AI Search n'est pas dispo, comme on C'est peut le vrai? voir ici. Ok. Ouais. En gros, là, si tu fais Meet AI Mode, il y a pays et territoire où le service est disponible. Ouais, donc il y a la partie AI Search qu'ils ont annoncé. Bon, intéressant. Mais ce qui est lié à AI Search, juste, c'est la sortie de un nouveau modèle, donc Gemini 3.5 Flash, qui, sur du benchmark, encore une fois, et qui est sur pas mal de benchmarks, a des performances intéressantes. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est bon, sur le terminal bench, tu vois, genre il est quand même au-dessus des autres Gemini et il est quasiment au niveau de Opus 4.7 et de 5.5. Donc terminal bench, c'est juste agentic terminal coding. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le tool calling, il a les meilleurs résultats sur le benchmark qui s'appelle Tool Athlon. Sur le MCP Atlas, il a les meilleurs résultats. Et souvent, c'était le problème des petits modèles type Flash, c'est qu'ils étaient assez nuls sur le tool calling et sur comprendre les trucs à appeler. Donc, je pense que ça, c'est hyper important pour la partie agentic. Et ensuite, il y a ce benchmark là qui s'appelle le Artificial Analysis Intelligence Index, où il est plutôt bien placé parce qu'en fait, c'est un modèle qui est très rapide en output speed et qui a quand même un bon index d'intelligence. Donc, probablement une grosse avancée technologique et c'est ce qu'ils ont derrière justement leur nouveau AI Search. Mais à part ça, c'est violent à quel point
J'utilise, enfin, pas indirectement que de l'AI Search, hein. Soit je vais chercher une information, j'utilise Perplexity ou des trucs comme ça. Ouais. Ou alors, quand je vais sur Google, en fait, j'ai directement la recherche qui est affichée en haut. Ouais. Donc, j'utilise vraiment plus du tout le clic sur les URL, quoi. Ouais, bah, du coup, vu que nous en France on l'a pas, j'avoue que moi je suis encore à faire du Google à des moments. Mais bon, honnêtement, une partie de recherche Google, souvent, tu vois, quand je fais genre par exemple Apple Review là, dans les faits, honnêtement, ça va beaucoup plus vite que de demander à une AI parce qu'en fait, ils ont la capacité d'extraire la réponse dans le premier truc et t'as même plus besoin de cliquer, tu vois. Ouais, mais c'est ça ce que j'aime, moi. AI Search. En Ouais, haut, là, je te crois, hein, c'est la tu même vois. chose, quoi. Ouais, Enfin, en fait, ça revient même, ouais, pratiquement. Probablement que c'est juste plus intégré. Et puis là, il y a une tab, AI Search en bas à gauche, ouais. où tu peux switcher. Donc, en fait, ouais. Bon, c'est probablement, en fait, quand ils disent que il y a un usage énorme comme ça, c'est juste que c'est directement injecté dans toutes les recherches Bah, ouais, ouais. de Google. Et ensuite, il y a ce benchmark là, donc ça c'est le Artificial Analysis Index. Et tu vois ce qu'ils appellent l'index d'intelligence, Gemini 3.5 Flash, il est quand même bah, plutôt bien placé pour un petit modèle, quoi. Donc, à voir. Faudra qu'on explore ce site, il est vachement bien fait en qualité d'analyse des benchmarks. Il faudra qu'on fasse un épisode sur les benchmarks. Ensuite, chez Google, bon, on en a parlé rapidos, mais il y a le nouveau modèle Google Omni pour faire de la vidéo. Google a dépassé sur l'app Gemini les 900 millions d'active users monthly, ce qui est quand même assez ouf en termes d'usage, je pense. Enfin, ça montre quand même qu'il y a une grosse traction quand même sur ce sujet-là et ces usages-là. Et le dernier truc chez Google, c'est Théo, qui en aime bien pour ses dramas et sa manière de parler des choses. Et bon, il est très dramatique dans ses taglines. J'ai peur de faire cette vidéo, mais je suis obligé de le faire. C'est le moment de parler de Google. Bon, et globalement, ce qu'il dit dans la vidéo, il dit plusieurs choses. Il dit votre modèle 3.5 Flash, c'est catastrophique. En gros, il l'a utilisé pour le tester. Lui, il a un petit jeu vidéo où il contrôle des poissons dans un aquarium. Et il dit c'est honteux ce que vous me sortez en résultat. Bon, voilà, il critique le modèle. Il dit genre, franchement, c'est très américain et dramatique. C'est en mode je comprends pas comment vous pouvez sortir une merde comme ça. Genre, c'est pas possible qu'il y ait des devs qui l'aient vérifié avant. Enfin, bon, bref, il est un peu dramatique sur ça me sort un jeu, mais c'est n'importe quoi, c'est ça son jeu là. Mais après, le fond de sa pensée, c'est plutôt sur Google et sa propension à tuer des produits à l'appel, quoi. Donc, il y avait un truc qui s'appelait Gemini CLI chez Google, qui avait 80 000 stars, je crois, ou tu vois, 13 000 forks. Il y a beaucoup de gens qui ont basé leur propre CLI sur Gemini CLI. Enfin, beaucoup d'outils qui ont, vu que c'était la seule CLI qui était open source et qui était vraiment bien maintenue, il y a plein de gens qui ont développé une CLI basée sur la Gemini CLI qui était sortie il y a longtemps. Et Google vient de sortir Anti-Gravity CLI, mais Anti-Gravity CLI n'est pas basé sur Gemini CLI. C'est un nouveau produit. Et a priori, il risque de discontinue le Gemini CLI. Du coup, les gens sont un peu perdus, tu vois, genre en mode, bah ouais, mais c'est chiant, vous sortez un produit, maintenant vous en sortez un nouveau qui est Anti-Gravity CLI, ça marche pas aussi bien, etc. Donc, il critique un peu les choix de Google de ce côté-là. Et le dernier truc, c'est juste ce qu'il dit, c'est Railway, qui est un outil pour héberger des services, a été Google Cloud a bloqué la compte de Railway, et du coup, Railway ne peut plus marcher. Genre Google, ils ont fait ça genre du jour au lendemain, ils ont décidé de bloquer la compte de Railway, quoi. Ok. Donc là, il est en mode, mais vous faites quoi chez Google? Et le truc qui est plutôt bien, c'est qu'il y a plein de gens chez Google qui ont répondu à Théo pour lui dire, ah, on va corriger les problèmes, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. La grosse news qu'il y a eu cette semaine, dont tout le monde a parlé, comme genre un joueur de football, Andrei Karpathy rejoint Anthropic avec un petit tweet qui fait tranquillement 26 millions de vues. Pour ceux qui ne connaissent pas, Karpathy, c'était un co-founder d'OpenAI. Il a été directeur de l'AI chez Tesla. Pendant un certain temps, là, il fait du contenu éducatif sur YouTube, qui est plutôt apprécié parce qu'il explique plutôt bien comment ça marche l'IA générative. Et là, il rejoint Anthropic pour principalement bosser sur de la R&D, notamment sur les sujets dont on avait déjà discuté, de auto-research et tous ces sujets autour de l'autorégression, si ça veut encore dire quelque chose dans la partie générative, du contexte, des modèles, etc. Et donc, comment utiliser Claude pour entraîner son propre Claude et faire son auto-research. Ah bah, cool pour Anthropic, quoi. Je crois qu'ils ont réussi à des Ouais. bonnes news et tout, ça a bien marché. What lead code question during the interview. Et juste en parlant de Kaparty, Kaparty, il y a un repo où qui s'appelle Andrei Kaparty Skills, dans lequel bon, il y a un peu de trucs, mais principalement c'est genre juste un Claude MD, et ce repo fait 140 000 stars juste pour un Claude MD qui explique GitHub, j'en peux plus de toi, à chaque fois qu'on clique sur un file, ça met un demi-siècle à s'ouvrir, va comprendre GitHub. Et donc, sur Claude.md, c'est 4 points. Réfléchis avant de coder, la simplicité en premier, fais des changements chirurgicaux et fais du goal-driven execution
Donc c'est quand tu fais quelque chose, écris des tests pour vérifier que ça marche. Voilà, bon, petit point. Je sais pas s'il y a grand chose à dire là-dessus. Petit point star. Côté Anthropic, cette semaine, ils ont racheté une boîte qui s'appelle Stainless, qui est une boîte qui permettait de faire des SDK de tout le programmatique, qui était utilisé par OpenAI et Meta. Et donc Anthropic a racheté la boîte qui permettait de générer le SDK de OpenAI. Donc c'est-à-dire qu'OpenAI va devoir utiliser un nouveau tool pour faire ça. Voilà, c'est un peu la strat, mais OpenAI, en gros, on peut pas trop critiquer Anthropic pour ça parce que OpenAI fait aussi la même chose de son côté sur des outils en les récupérant. Mais on voit qu'Anthropic et OpenAI sont en train de prendre la plupart de l'outillage qui existe et de récupérer ces devs-là, soit parce qu'ils sont très forts, soit parce que l'outillage est important et il y a une base de connaissances importante, quoi. Mais il génère le SDK à partir de quoi exactement? Ça marche comment? En fait, de mémoire, c'était un SDK pour générer des SDK. En gros, tu as Best in Class Interface for Developer et Agent. Et en gros, c'est ça qui te permettait de faire ton SDK hyper simple à utiliser, tu vois. Ok. En gros, c'est ce qui te crée ton SDK hyper simple et dans plein de langages. Donc après, je sais pas trop comment ça fonctionne. J'avoue, je suis pas allé voir la doc de comment. Ça part de l'API probablement, non? Ouais, ça utilise ton Open API spec, ouais. Exact. Ok. Et après, ils ont des bonnes pratiques et tout pour le déployer Ouais, sur et un après, ça langage. génère le SDK on top, quoi. Ok. Ouais, intéressant. C'est gratuit? Fini. Et oui, c'est gratuit. Ouais, donc il y a Anthropic qui a un Stainless. Il y a ce truc-là sur Anthropic qui est ils vont déprécier Sonnet 4.5 et les tooltips ne disent pas le même chiffre, enfin ne disent pas la même date. Genre 15 mai, 18 mai, 26 mai, starting soon. Starting soon. À force de vibe coder. Ouais, c'est ça. Il y a Cloudflare qui a testé Mythos et ils ont fait un petit résumé de ce qu'ils ont découvert. Dans l'ensemble, juste ce qu'ils disent, c'est mettre un generic coding agent pour faire de l'AI assisted vulnerability research, ça marche pas de ouf. Et donc en gros, ils ont créé un petit harness on top of Mythos, au-dessus de Mythos, pour faire ça. Et donc là, ils expliquent le harness qu'ils ont fait. Donc un truc où tu as un truc qui recon, un truc qui recherche. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est répliquer un peu ce que ferait un vrai chercheur en faille, quoi, qui est tu vois, il y a un exemple à un endroit, en gros, tu mets un prompt où tu dis cherche spécifiquement ça, tu vois. Au lieu de dire find vulnerability in this repository, tu lui dis regarde pour une commande injection dans cette fonction spécifique avec ce, etc., etc. D'ailleurs, c'est probablement ça ce qu'il y a derrière Mythos aussi. C'est-à-dire qu'il y a une partie, c'est parce que ça a été vendu comme c'était le modèle qui était capable de hacker la planète entière. Mais je pense que c'est un peu probablement un mix d'un modèle qui est plus performant, mais surtout d'un tooling, d'un prompting, tous les petits tricks qui font qu'il a réussi à trouver plus de failles. Exact. Ouais. Et je pense que c'est probablement un mix des deux, en effet. J'avais pas pensé à ça, mais c'est en effet un bon insight. Ensuite, si on switch chez OpenAI, news OpenAI, il y a Sam Altman qui annonce qui propose d'investir 2 millions de coûts de token dans toutes les boîtes YC de ce batch en échange d'equity. Et donc, c'est une manière de lever du capital, quoi. Ça te permet d'avoir des AI agents qui vont tourner sur ta code base et de développer des choses. Et là-dessus, juste si on avait parlé de coûts, en relation à ça, il y a le créateur d'OpenClaw qui a dépensé sur les 30 derniers jours 1,3 million de coûts de token. Puis après, il les met en parallèle avec l'investissement. Ouais. C'est quoi l'intérêt de donner des tokens vs du cash? Je pense que tu as un vendor lock-in. Hein. Enfin, genre, le cash, tu peux le dépenser sur n'importe quoi. Le token, tu peux le dépenser que sur Codex. Enfin, genre, je pense que c'est un gain des deux côtés. Honnêtement, ça peut être win-win, tu vois. Parce qu'en fait, 2 millions de worth of tokens, tu peux faire quand même pas mal de choses et tu peux être méga créatif. Je pense que quand tu es une boîte YC, c'est un truc que tu veux avoir, tu vois. Et pour OpenAI, c'est un avantage. C'est si tu vendorlock les gens, ils sont habitués à toi et qu'ils ont envie de consommer tes tokens, ils vont les utiliser et ça va te faire des datasets d'entraînement, etc. Ça va devenir une nouvelle monnaie dans le token. Possible. C'est bizarre. Ouais. Et le truc qui est intéressant, c'est là juste ce chiffre de The Information. Juste Anthropic et OpenAI, ils génèrent à peu près 90% du revenu sur les 34 leading startups traquées. Donc en gros, 90% aujourd'hui du revenu genre AI, quoi, c'est juste Anthropic et OpenAI. Ouais. Voilà, où est-ce qu'on en est. Chez OpenAI, il y a ça qui est sorti, c'est alors tu peux connecter ton compte bancaire et chatter avec tes données bancaires directement dans OpenAI. Il y a eu beaucoup de backslash un peu sur ce truc, de genre, ouais, je suis pas sûr d'avoir envie de donner mes données bancaires à OpenAI, mais intéressant. Bah, vu le nombre de... Comment? Pardon? Tu le ferais, toi? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Mais après, la question, c'est quoi l'alternative? Et en fait, toutes les apps finance qui existent, enfin, du moins en Suisse, elles sont loin derrière l'expérience là. Tu as toujours un dashboard, même par rapport à Revolut, quoi. Enfin, je préfère probablement avoir un chat qu'avoir Revolut pour analyser mes dépenses.
c'est probablement beaucoup plus intuitif. Donc en termes je pense en termes de produits, ça va clairement les disrupter, ça c'est sûr. Et après, est-ce que je mettrais mes données dedans? Ouais, en fait, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Probablement oui, je pense, mais ouais. Moi, Mais j'ai ça un, dépend à quel compte en fait, probablement aussi. ouais, j'ai un tracking que je gère dans un tableur, on va dire. Et honnêtement, je pourrais brancher rapidement Nao dessus et ça marcherait, quoi. Genre, enfin, Nao ou whatever, mais genre P-Agent ou n'importe quoi dessus. Et ça marcherait. En fait, le seul sujet qui est, je pense, compliqué pour les gens, c'est comment j'accède à mon dataset de banque. Et c'est le seul pain, à mon avis, qui résout, en fait, OpenAI. Parce qu'en fait, le reste, bah, c'est juste un modèle. Donc, le gros sujet, c'est trop infernal de sortir tes datasets de bancaires. Exactement. Parce qu'en fait, l'expérience API de dataset bancaire est catastrophique. Et donc, en fait, c'est ça le problème qu'ils arrivent à résoudre de manière simple, quoi. C'est juste aux US, tu peux connecter ton financial account. Donc, ils ont juste eu des intégrations bancaires qui simplifient ça pour le commun des mortels. Bah, c'est ça la valeur ajoutée. Puis après, un peu de tagging intelligent, Ouais. mais oui, oui, en effet. Il y a Vercel qui a sorti un nouveau langage de programmation pour les agents qui s'appelle Zero. J'avoue, j'ai pas compris pourquoi ils font ça. Je sais pas si t'as regardé. Non, mais j'ai vu passer, puis j'ai pas mis la charge mentale pour comprendre ce que ça voulait, ce Ouais, qui est bah. leur vision derrière. Ils aiment trop sortir des trucs. Voilà, la fin de la deuxième mi-temps était physiquement un peu plus dure. Yes. Bon, bah, trop bien. Et ben, Allez. passe une bonne fin de journée et un bon week-end, Julien. Ouais, bon week-end. Et puis, du coup, 2 épisodes. On se réjouit. Yes. Incroyable. À plus. Salut.